Europe Matin, la suite. Patrick Cohen. À la une ce matin, les époux Balkany effectivement renvoyés au tribunal. C'est une première information Europe 1. Ils seront jugés pour fraude fiscale des millions d'euros non déclarés. L'ouverture à la concurrence peut être une chance pour les usagers du train. C'est Guillaume Pépi qui l'affirme face à des syndicats de cheminots pas du tout convaincus et toujours prêts à la grève. Décision dans une semaine. Le PDG de la SNCF viendra s'en expliquer à 8h15. Il est l'invité d'Europe ce matin. Au Parc des Princes hier soir, une défaite catastrophique. 2-1 face au Real. Un échec qui fait très mal au Paris Saint-Germain, incapable de briller en Europe malgré 400 millions d'euros dépensés l'an dernier pour recruter des stars. Dans ce journal, la désertification de la France rurale. 500 hôtels de province ont fermé l'an dernier, plus d'un par jour. C'est l'enquête du 8h avec Mélanie Nunes. Des loyers qui continuent de baisser en moyenne, nous dira Daniel Fortin, et une bataille TF1 Canal qui se poursuit. Les anténistes appelés à la rescousse pour faire revenir Jean-Pierre Pernaut dans les foyers. Il y aura bien prochainement un procès Balkany, un ou plusieurs. Il faut dire qu'on se perd un peu dans la ribambelle de dossiers qui impliquent le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et son épouse Isabelle. Fraude fiscale, blanchiment, corruption, déclaration mensongère sur le patrimoine. Ce qui est sûr, c'est que la justice se hâte lentement. La première mise en examen date de 2014 et le premier procès vient donc d'être ordonné. Information Europe 1 avec vous, Pierre de Cossette. Les Balkany sont jugés pour des millions d'euros non déclarés au fisc. La Villa Pamplemousse, le simple nom invite à la rêverie et à la douceur. La Villa Pamplemousse, sur l'île de Saint-Martin aux Antilles, l'une des 3 luxueuses propriétés du couple Balkany, suspecté par le juge Renaud Van Ruynbeck d'avoir dissimulé ou sous-estimé sa fortune. À ce coquet pied-à-terre dans les Caraïbes, on peut ajouter un riad à Marrakech et un splendide manoir en Normandie. 1000 mètres carrés habitables, tennis, piscine. Au total, le patrimoine non déclaré au fisc du maire de Levallois et de son adjointe et épouse aurait atteint une quinzaine de millions d'euros, non soumis de fait à l'impôt. Un couple qui entre 2010 et 2013 déclarait gagner moins que ce qu'il versait chaque année à son propre personnel de maison, un différentiel de l'ordre de 30 000 euros. Étrange là encore pour le juge d'instruction qui a donc décidé il y a quelques jours selon nos informations d'ordonner un procès contre Patrick et Isabelle Balkany, le premier du genre sur leur patrimoine, alors que dans le même temps l'ex-député et sa femme sont visés par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale, des sociétés écrans dans les paradis fiscaux, des prête-noms, de la corruption aussi. Tout cela pourrait donner lieu à un autre procès, à moins que les 2 dossiers intimement liés ne soient un jour regroupés. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1, voilà qui nous amène aux portes de la prison, enfin façon de parler. Emmanuel Macron veut que les peines de plus d'1 an soient exécutées effectivement et immédiatement, réforme détaillée hier soir lors d'un discours à Agen. En revanche, le président voudrait en finir avec les peines de moins d'1 mois et laisser au juge le soin d'apprécier si entre 1 et 6 mois, le condamné peut être sanctionné différemment sans aller en prison. Des campagnes qui se sentent oubliées, des territoires qui se vident, des écoles ou des classes qui ferment. On en parle presque tous les jours dans ce journal. Encore un signe ce matin, ce chiffre. 500 hôtels ont mis la clé sous la porte l'an dernier. 500 sur un total de 18 000 enseignes. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Mélanie Nunes. Bonjour à tous. Ces chiffres sont ceux de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de l'industrie. Ils concernent surtout les établissements en zone rurale. Eh bien oui, tous les départements sont concernés. Dans le Cantal, 80 hôtels sont à vendre. En Seine-et-Marne, 500 ont disparu depuis 5 ans. Ou encore dans le Loiret, 10% des hôtels ferment chaque année. C'est le cas de l'auberge d'Éric et Nadine, située dans un village de 200 habitants entre Orléans et Montargis. C'est pas du Formule 1 ou du Sofitel ou Novotel. Toutes les chambres sont différentes, avec des poutres, avec des papiers à fleurs. On a eu beaucoup de contraintes. On a été obligé de dépenser près de 50 000 euros pour toutes les remises aux normes. Quand on est arrivé, il y avait 9 salariés. Et puis avec les charges, on n'a pas pu suivre. Partout en France, ce sont des milliers d'emplois qui disparaissent, Mélanie. Oui, 20 000 emplois chaque année, des réceptionnistes, des femmes de ménage, des serveurs, détaille Roland Aiguy, le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de l'industrie. Et ça ne se limite pas à ce secteur. C'est le plus grand plan social invisible. Il y a tous les producteurs, tous les artisans, le peintre, le plombier du village, c'est lui qui fait la maintenance de ces entreprises-là. Mais c'est surtout le village qui est concerné. Est-ce qu'il existe des solutions pour sauver ces petits hôtels de campagne ? Eh bien oui, la diversification, ça existe déjà. Écoutez Gilbert Gutin, hôtelier dans le Loiret, il se lance dans le service de proximité. Un point argent, un point poste, un coiffeur à domicile qui viendrait une fois par semaine coiffer les seniors ou des services rendus justement à la population.
Alors d'autres installent dans leur établissement une épicerie, un dépôt de pain, de tabac, de journaux ou même assurent le portage de repas à domicile. Ça occupe le cuisinier qui ne vient le midi que pour une poignée de clients de l'hôtel. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour le tourisme rural ? Eh bien oui, la France veut accueillir d'ici 2020 100 millions de touristes par an. Mais pour le moment, ce sont essentiellement les chambres d'hôtes qui en profitent au détriment du parc hôtelier. Et il faut faire vite. La plateforme Airbnb vient d'en faire la démonstration en signant un tout premier partenariat avec l'Eure-et-Loire. Enquête du 8h signée Mélanie Nunes, merci beaucoup. Les hôteliers souffrent, les locataires respirent un peu, les loyers continuent de baisser en France. C'est une moyenne évidemment, le recul a certes été léger l'an dernier, moins 0,1%. Daniel Fortin, mais c'est un phénomène qui a tendance à s'étendre. Oui, parce que l'an dernier, près de la moitié des villes de plus de 10 000 habitants ont vu leur loyer reculer. Cette proportion n'était que d'un tiers depuis 2011. Donc c'est en effet une vraie tendance, même si évidemment les chiffres sont contrastés selon les régions. À Nice, par exemple, on a enregistré l'an dernier une hausse de 2,4%, tandis qu'au Havre, les loyers ont baissé de 3,8%. Paris est aussi resté très sage, avec une hausse de seulement 1,1%, qui se transformerait même en baisse de 0,6% pour les 2 premiers mois de 2018. Alors, que signifient ces chiffres donnés par l'association Clameur ? Eh bien, c'est que nous sommes en présence d'un marché qui se porte mal. Mais pourtant, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les locataires. Alors, pour ceux qui sont en place, oui, mais pour les autres, notamment les plus modestes, cela veut dire que leur situation financière se dégrade, donc que les propriétaires doivent s'adapter en baissant leurs prix. Et là aussi, c'est un problème, car les prélèvements fiscaux et sociaux sur les loyers sont de plus en plus lourds, donc les bailleurs, pour faire des économies, entretiennent de moins en moins leur logement, ce qui entraîne une forte dégradation de notre parc immobilier. Donc le mieux serait que les loyers progressent, au moins au rythme de l'inflation. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Daniel Fortin des Échos, merci. Encore quelques jours pour tenter de convaincre à la SNCF. Le gouvernement présentera ses ordonnances mercredi prochain et les syndicats décideront le lendemain d'une éventuelle riposte. On verra dans 10 minutes avec Guillaume Pépi où en est le dialogue. Mais Bruno Poncet de Sudrail aimerait que le président de la SNCF, qui défend la réforme, défendent aussi les cheminots. Aujourd'hui, nous, avec M. Pépi, on a un gros souci, c'est que M. Pépi, il a mis du temps à sortir pour expliquer que les cheminots, c'était pas des privilégiés, des nantis. Il nous a laissé un petit peu face à la vindicte populaire, qui nous ont un peu stigmatisé les cheminots avec notre statut. Alors même si aujourd'hui, il sort un peu plus pour exprimer qu'il va défendre les cheminots, et on sait très bien que M. Pépi attend aussi une chose, c'est la fin de ce statut, parce que dans sa communication à l'heure actuelle, interne et même externe, il explique que les SNCF est 27% plus cher, parce que dedans, il y a le statut, des frais de structure, tout ça. Donc M. Pépi, aujourd'hui, joue un peu le rôle de ce gouvernement et à se demander même s'il leur souffle pas des fois certaines choses à l'oreille. Monsieur Pépi, aujourd'hui, c'est pas de la schizophrénie, mais ça ressemble un petit peu à un grand écart entre je vais défendre les cheminots, mais je vais surtout bien casser leur statut. Bruno Poncet de Sudrail avec Carole Ferry et Guillaume Pépi en grand écart. On verra notre invité en direct après ce journal. À l'étranger, rien de neuf en Syrie. Le régime poursuit ses frappes aériennes meurtrières sur le secteur de la Ghouta. Nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU prévue aujourd'hui en urgence et à huis clos. À Washington, le principal conseiller économique de Donald Trump, Gary Cohn, claque la porte en désaccord avec l'idée de taxer l'aluminium et l'acier. Et puis la politique en France avec un nouveau départ pour le privé après François Fillon et Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est François Barouin qui rejoint la banque Barclays comme conseiller extérieur tout en restant maire de Troyes et président de l'association des maires de France. 8h09, la suite du journal, Patrick Cohen. Cela concerne des millions de téléspectateurs, les abonnés de Canal et peut-être demain ceux qui possèdent les box Orange et Free. Autant d'opérateurs qui refusent de payer la diffusion des chaînes du groupe TF1 qui était gratuite jusqu'à présent. Comment faire pour regarder la une ? Le râteau, bien sûr, l'antenne râteau et ses installateurs appelés à la rescousse pour faire revenir TF1 dans les salons. Reportage dans le village de Tréon en Eure-et-Loire, Adrien Beck. Depuis le début de la semaine, la camionnette blanche de Philippe est très attendue. Cette fois chez Janine, 84 ans, accompagnée de sa fille Michel. Troisième intervention de la matinée, toujours pour la même chose. Ce message au moment de zapper sur la une. Veuillez contacter votre distributeur pour souscrire à ce programme. On voit rien du tout, hein. Je suis pas contente, hein, je vous le dis. On n'a plus les mariés, on n'a plus les feux de l'amour, on n'a plus rien de tout ça. Pour reconnaître que ça manque. Bah oui. Et les gens ont leurs habitudes. Regardez Mimi Mati, elle regarde toujours. Lundi, on avait Mimi, là, on l'a pas vu. C'est là qu'intervient l'expertise de l'artisan. Le plus simple, à mon avis, serait de changer le démodulateur, qui vous coûterait une centaine d'euros avec la remise commerciale. C'est toujours les mêmes qui payent. Je regardais TF1,
TF1. À partir de maintenant, je ne regarderai plus TF1. Ça fera une audience en moins. Des téléspectateurs en colère, Philippe en voit entre 5 et 10 par jour depuis lundi, et pas seulement des personnes âgées. Toutes les séries de télé-réalité de la TF1 qui intéressent beaucoup plus les jeunes, ils sont dégoûtés quoi. Avant de filer chez un autre client, petit conseil de Philippe, le conflit TF1 Canal+ ne durera peut-être pas, alors attendez quand même quelques jours avant d'engager des frais. Reportage Adrien Beck. Hier soir, le match n'était pas sur TF1, c'était sur beIN Sport, mais si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas raté grand-chose. Face à un Real qui n'a pas eu à forcer son talent, un Paris Saint-Germain pas au niveau, une défaite 2-1, une élimination de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, comme l'an dernier, et déjà un parfum de crise, Jérôme Lacroix, parce que même pour le Qatar, propriétaire du club, il ne suffit pas d'avoir du pétrole, il faut avoir des idées. Oui, alors d'abord, l'entraîneur devrait partir en fin de saison au plus tard. Unai Emery devait emmener le club au moins en demi-finale, raté. Alors vous parliez d'idées, acheter Neymar l'été dernier, bonne idée, le payer 222 millions d'euros, moins bonne idée, on peut le dire aujourd'hui après le coup du sort de sa blessure, il n'était pas là hier soir. Et demain, alors, phrase troublante prononcée après la défaite, de ouvrir les guillemets, je lui demande de rester. Supplique de Marquinhos, coéquipier, compatriote et proche ami de Neymar, qui traduit de possibles doutes de la star quant à son avenir dans la capitale. Alors côté finance, l'élimination c'est une perte sèche, 13 millions d'euros des droits télé notamment. Alors bien sûr, une goutte d'eau sur les 500 millions de revenus que le PSG génère, mais il y aura des répercussions certaines en termes d'image et de sponsoring, surtout si Neymar s'en va. Et ça, Patrick, ce n'est pas encore quantifiable. Merci à vous, Jérôme Lacroix du service des sports d'Europe 1. Europe 1.